Chères auditrices, chers auditeurs, une monnaie locale à Saint-Malo, c'est la question à laquelle vont tenter de répondre mes deux invités aujourd'hui. Jean-François Vacher, bienvenue. Bonjour. Et Baptiste Chanel, bienvenue. Bonjour, merci. Derrière ce micro. Tous deux, vous êtes membres du comité local d'Attaque, pays de Saint-Malo-Jersey. Jersey, Jean-François Vacher. Alors, vous allez nous apporter tout d'abord des éléments théoriques en ce qui concerne cette question, une monnaie locale à Saint-Malo, une monnaie locale. D'accord. Donc, je vais d'abord revenir sur quelques petites notions sur la monnaie et sa définition. La plupart des gens ne savent pas véritablement ce qu'est la monnaie. Il y a d'abord à cela plusieurs raisons qui sont liées en fait à notre histoire, à notre culture, parce que depuis des millénaires, l'humanité vit sur des mythes et des légendes, car la monnaie est à la fois quelque chose d'autrement abstrait et de très banal en même temps. L'image de Picsou sur son tas d'or est totalement fausse. On confond monnaie et argent, qui sont deux choses différentes. On confond également monnaie et richesse, alors qu'il suffit de penser au mythe du roi Midas, qui transformait en or tout ce qu'il touchait, et qui donc mourait inévitablement de faim. La vraie richesse, en réalité, c'est le blé, les produits de l'agriculture ou de l'industrie humaine, et non la monnaie qui sert à les acheter. Elle n'est qu'un symbole, un signe, une illusion. Mais alors, à quoi sert la monnaie ? C'est le moyen de paiement utilisé dans les échanges. Mais elle n'est pas que cela. En effet, économistes et philosophes s'accordent pour dire que la monnaie possède trois grandes fonctions. La première, c'est celle d'unité de compte ou d'instrument de mesure de la valeur. La seconde, instrument des échanges, c'est la fonction la plus évidente. Mais aussi, la troisième, la fonction de réserve de valeur qui permet le stockage, l'épargne, le crédit et la dette. Cette troisième fonction apparaît dès qu'on prend en compte le temps. Si le paiement est différé, il faut en effet introduire le crédit, verser un taux d'intérêt au prêteur, et les choses se compliquent alors. Concrètement, la monnaie, c'est quoi ? Une pièce, un billet ? À la limite, cela peut être n'importe quoi. Dès que deux personnes sont d'accord pour choisir un moyen d'échange, elles peuvent l'utiliser comme monnaie. Cela a été par exemple le cas des cigarettes pendant l'occupation, du fait de la pénurie du marché noir. À l'origine, la monnaie a été une marchandise, celle qu'on a choisie pour ses propriétés pratiques, facilité de transport, inaltérabilité, divisibilité, possibilité de stockage, etc. On peut dire que c'est un bien mobile qui a une forte valeur sous un faible volume. Oui, mais aujourd'hui, on paie bien en billets, en carte bleue, en chèque. Alors, la forme physique des monnaies a en réalité beaucoup évolué depuis la préhistoire. Ce sont à l'origine des biens précieux, le bétail en Méditerranée, les coquillages en Océanie, etc. Au néolithique vont apparaître les monnaies métalliques, cuivre, or, argent, et à la Renaissance, les certificats de dépôt qui remplacent les métaux pour le transport, pour des raisons de sécurité, et qui donnent naissance aux effets de commerce qui aboutiront aux billets de banque au XVIIe siècle, les premiers billets de banque. Enfin, au XIXe siècle, les dépôts à vue dans les banques forment la monnaie scripturale, ce qu'on appelle aujourd'hui la monnaie scripturale, qui constitue plus de 90% de la masse monétaire en circulation. Physiquement, ce sont surtout des écritures comptables qui circulent de plus en plus sous forme électronique. On parle alors de dématérialisation de la monnaie. Et il faut noter enfin que la carte bleue ou les chèques ne sont pas des monnaies en soi, mais seulement des supports de monnaie. Alors Jean-François Vacher, comment se crée la monnaie ? Est-ce que c'est la fameuse planche à billets, comme on dit ? Oui, alors on peut dire que oui et non. C'est peut-être le point où l'opinion est la plus mal informée. Fondamentalement, la monnaie est créée par les banques de détail, les banques commerciales, dont le rôle essentiel est de fournir des liquidités à court terme nécessaires au fonctionnement de l'économie. Actuellement, le mécanisme principal, c'est la fourniture directe de crédit par les banques aux entreprises et aux particuliers, en leur ouvrant des comptes courants, les comptes bancaires, et la monnaie circule alors sous la forme scripturale. Mais la monnaie n'est pas éternelle, et sa vie s'arrête lorsque la dette s'éteint, c'est-à-dire lors du remboursement, et la monnaie nouvellement créée n'a en fait qu'une existence limitée, en général 3 mois. En réalité, c'est un flux continu de création et de destruction de monnaie. Le système est équilibré, parce que sinon on pourrait la créer de façon illimitée. Le système est donc équilibré par la Banque centrale qui régule cette création en faisant varier le taux d'intérêt qui détermine la quantité de monnaie en circulation et le niveau moyen des prix. Il y a une relation inverse entre la quantité de monnaie et sa valeur, selon la théorie quantitative. Alors, je précise aussi qu'à la demande des agents économiques, elle émet aussi des billets de banque, dont elle a le monopole, c'est la Banque centrale, mais c'est une part très faible de la masse monétaire, 5 à 10%. Et enfin, en dernier, vient le Trésor, qui est un circuit particulier, qui émet les pièces, les fameuses pièces qu'on appelle de monnaie divisionnaire, et qui représentent moins de 1% de la masse monétaire. Il faut bien comprendre que la monnaie, dans une société,
une société qui est en mouvement, dynamique, est la contrepartie du crédit et des prêts à court terme dont l'économie a besoin, car il lui faut des liquidités pour assurer les opérations courantes. À plus long terme, ce sera l'investissement, et ce sont les agents financiers qui interviennent alors, et c'est un autre problème. Si le système est si bien organisé, pourquoi est-ce qu'il a dérapé vers un capitalisme financier incontrôlable ? En fait, le système monétaire et financier a connu une dérégulation sauvage dans les années 70 et 80. En France, on avait jusqu'en 1973 un système bancaire qui était très réglementé et très spécialisé. On distinguait en fait 3 grandes catégories de banques. Les banques commerciales qui créent l'essentiel de la monnaie scripturale, la banque centrale qui contrôle son émission à court terme à travers le marché monétaire, et les banques d'affaires qui servaient uniquement à financer l'économie à long terme en collectant l'épargne afin de l'investir. Dès la fin des années 60, le système s'effondre sous l'effet des politiques libérales qui imposent la déréglementation, la déspécialisation des banques, les privatisations et plus généralement l'ouverture de tous les marchés qui vont fusionner. Ceux-ci sont alors directement connectés. Monnaie, capitaux, change, biens et services, commerce extérieur, etc. Ce marché global, qui est devenu global, permet ce qu'on appelle la transformation, c'est-à-dire le passage direct de la monnaie au capital, qui aboutit à une dictature à court terme, qui vient à la recherche systématique du profit immédiat, et surtout la spéculation qui mène à cette économie de casino que dénonçait Keynes en 1936. En outre, ça s'est rajouté, le développement de l'Internet et du numérique a favorisé la création de nouveaux instruments financiers qui ont amplifié les défauts du capitalisme et qui ont accru l'instabilité générale. La dernière crise, la crise de 2008, a été potentiellement plus grave que celle de 1929 et pour la résoudre, l'État a dû racheter les dettes bancaires privées, ce qui a augmenté l'endettement public. Et ce qui fait grincer des dents certains. Absolument. Alors pourquoi s'intéresse-t-on aujourd'hui aux monnaies locales et complémentaires ? Alors, c'est d'abord lié à un regain d'intérêt pour l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui avait joué en France un rôle important au XIXe siècle pour le mouvement ouvrier. Depuis la crise de 2008, on constate en France et dans le monde, de manière générale, un important développement des monnaies locales et complémentaires. Elles sont foncièrement conçues comme un outil de développement local, car elles peuvent former un circuit court, un circuit vertueux, entre producteurs et consommateurs, en abolissant les intermédiaires. Néanmoins, elles apportent également une réponse aux crises économiques dans les périodes historiques troublées où le numéraire disparaît et où le crédit se raréfie. Enfin, il faut quand même insister sur le fait qu'elles sont fréquemment considérées comme un facteur de cohésion sociale. Elles jouent un rôle important sur ce plan-là et politique, et c'est une de leurs principales raisons d'être. Les monnaies locales complémentaires sont-elles de vraies monnaies ? Ce sont des monnaies partielles, car elles n'ont pas toutes les fonctions classiques d'une monnaie, les 3 fonctions que je présentais. Elles ont la première fonction, c'est-à-dire ce sont des unités de compte, mais elles sont principalement des moyens de paiement, la seconde fonction, parce qu'elles réalisent des échanges directs entre producteurs et utilisateurs locaux. Toutefois, comme il n'y a pas d'instrument de crédit, elles n'ont pas cette 3e fonction de réserve de valeur et ne peuvent constituer une épargne, et l'investissement est alors impossible dans les conditions habituelles. Seule la thésaurisation, c'est-à-dire le fait de mettre du liquide dans la lessiveuse ou sous le matelas, vieille pratique qu'on connaît en France, est toujours possible, mais elle cesse alors de circuler, à moins que les monnaies ne soient fondantes. Et ça, Baptiste va vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors, en tant que monnaie locale, leur aire de validité est limitée au territoire dans lequel elles circulent. Ce sont des monnaies complémentaires légitimes, j'insiste là-dessus, mais elle ne se substitue pas à la monnaie nationale qui seule a cours légal, c'est l'euro aujourd'hui. Elle circule donc en parallèle. Alors Jean-François Vacher, peuvent-elles vraiment, ces monnaies locales complémentaires, relancer l'économie locale ? Alors, c'est l'un des principaux enjeux des monnaies locales et des débats à son sujet. Leur rôle économique est potentiel. En fait, 2 situations sont possibles. Soit elles jouent simplement le rôle de jetons convertibles avec une parité de 1 pour 1, et donc elles circulent comme une variante de la monnaie légale, mais cela n'a aucun effet sur l'économie. Soit au contraire, elles peuvent stimuler l'économie locale bien sûr, en distribuant un pouvoir d'achat supplémentaire qui est généré par le regain d'activité locale.
Si les conditions sont réunies, il faut des conditions particulières. Cet effet d'accélération peut favoriser le développement économique de la région à un rythme qui peut être supérieur à celui du PIB national. Et les économistes l'analysent en effet comme un accroissement rapide de la vitesse de circulation de la monnaie. C'est une des variables de la théorie quantitative de la monnaie. Merci beaucoup Jean-François Vacher pour ces éclairages sur cette question des monnaies locales complémentaires. On va poursuivre justement avec vous, Baptiste Chenel, maintenant. Et cette première question, à votre attention, où en sont les monnaies locales complémentaires aujourd'hui ? Bah oui, du coup, pour revenir sur un niveau un petit peu plus local, et puis le sujet de la monnaie locale à Saint-Malo. Déjà, aujourd'hui, il y a plus de 50 monnaies locales complémentaires en France. Alors, les chiffres sont pas arrêtés forcément entre celles qui sont en projet, celles qui sont en circulation, celles qui s'arrêtent aussi, malheureusement. Sur ces 50, il y en a 6 en Bretagne. On peut parler notamment de l'Éole dans le pays de Brest. Il y a la Bise à Vannes, le Galet dans le pays de Plouermel, le Galéco de Rennes à Redon, jusque dans le pays de Fougères, et la Mayette à Dinan et autour de la Rance. Alors il y a certaines monnaies locales qui sont lancées par de simples citoyens, qui créent une association tout à fait ordinaire en fait, c'est le cas à Dinan pour la Mayette par exemple. Et puis il y en a d'autres qui sont soutenues et parfois même créées par la ville ou l'agglomération, et c'est le cas du Galéco à Rennes. Alors évidemment, en termes de moyens financiers, on joue dans deux cours différentes, tant au niveau promotionnel que technologique. On pense par exemple aux moyens techniques d'un système de cartes sans contact, comme le Galéco à Rennes d'ailleurs, qui coûte là des dizaines de milliers d'euros. Et puis les fonds débloqués par une ville ne seront jamais les mêmes que l'argent réuni par des bénévoles dans une association. Donc après, l'objectif de la monnaie reste le même. Alors on n'a pas de monnaie locale complémentaire à Saint-Malo aujourd'hui, mais autant avec Attac qu'avec des Malouins qui sont simplement motivés par l'idée, on a commencé à se rapprocher de la Mayette justement, pour voir avec eux en fait la faisabilité d'amener cette monnaie sur Saint-Malo, jusqu'à Saint-Malo. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en termes de territoire où la Mayette pourrait s'implanter, Saint-Malo en fait partie. Comment fonctionne la Mayette ? Alors elle a été mise en circulation en 2014, elle est née d'une association qui porte d'ailleurs le même nom. Comme toute association, en fait, il y a un système d'adhésion qui est demandé à chaque utilisateur de la Mayette, 10 € pour les particuliers, 30 € pour les professionnels, afin en fait d'obtenir simplement les financements nécessaires au bon fonctionnement de la monnaie. On pense notamment à l'impression tout bêtement des billets, quoi. Les adhérents peuvent ensuite se procurer eux des maillettes au comptoir d'échange qui sont présents sur le territoire de circulation, donc Dinan ou Dol de Bretagne, et les échanger en allant faire leurs courses dans l'épicerie du coin, au marché, en festival. On peut même admettre un artisan maçon ou même l'imprimeur du quartier. En fait, il suffit simplement d'être adhérent à cette maillette pour pouvoir l'utiliser. Alors le but en fait étant que la monnaie reste prisonnière d'un territoire, qu'elle soit aussi matérialisée comme un moyen d'échange et donc forcément non spéculative et a fortiori contrôlable, quoi. Donc elle circule le plus possible sur ce territoire pour y créer de la valeur. Je prends un exemple tout bête, mais si je me rends chez mon boulanger qui accepte les maillettes et qui lui-même échange ses maillettes avec un producteur local de farine, et ça donne une espèce de boucle vertueuse, un circuit court et fermé en fait. Quel serait l'intérêt pour les Malouins d'avoir une monnaie locale complémentaire à Saint-Malo ? Oui, alors du coup, faut pas non plus se tirer de plan sur la comète. L'intérêt d'une monnaie locale complémentaire à petite échelle est moins matériel que politique, un petit peu comme Jean-François le disait. C'est un acte en quelque sorte citoyen. Militant, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Il s'agit surtout en fait de consommer autrement, comme on le fait aujourd'hui avec la nourriture. Du fait en fait de sa complémentarité avec le système économique tel qu'il existe actuellement, une monnaie locale, comme on l'évoque aujourd'hui avec vous, peut en aucun cas devenir une protection contre une crise économique d'ampleur internationale. Localement, en fait, néanmoins, si on crée beaucoup de petites monnaies complémentaires, ça représente une espèce de forme de biodiversité, on pourrait dire ça, qui booste, si ce n'est l'économie, au moins l'identité et la culture d'un territoire, ainsi que la solidarité et la cohésion du réseau d'acteurs qui est implanté. Alors à Saint-Malo, on peut penser aux vies de quartier qui sont très ancrées dans la ville, avec une forte identité historique et culturelle. Eh bien, une monnaie locale pourrait réellement renforcer et fédérer les réseaux de commerçants, comme les réseaux de producteurs ou les réseaux associatifs, autour de l'idée de reprendre possession de la valeur de tout ce qui est créé par un moyen d'échange qui, lui, est contrôlé. Alors cela fait le parallèle avec la soirée Jeux de la monnaie organisée par Attac, c'était fin mai ? Ouais, tout à fait, ouais. Alors l'objectif était de s'amuser en apprenant ou d'apprendre en s'amusant à chacun dans les deux sens, de décider, ça marche. Ouais. Mais le but était aussi d'évoquer en fait petit à petit
l'idée d'une monnaie locale à Saint-Malo. Le jeu en lui-même, pour que les auditeurs comprennent, c'est un jeu suisse qui permet, par le biais de 4 phases de jeu et par des échanges de cartes, de tester 4 systèmes économiques différents. Je dirais pas lesquels pour ne pas spoiler le jeu à futurs éventuels joueurs, mais l'intérêt était que selon les systèmes financiers testés, les règles soient différentes pour acquérir des cartes. Du coup, mis à part le fait que le jeu était amusant, parce que ça reste quand même avant tout un jeu, Ludique, oui. il est très pédagogique et éducatif en fait sur la manière qu'il a de montrer par les faits et par les attitudes des joueurs, et bien toute la complexité et la folie parfois de certains systèmes économiques. En parallèle, on a également l'intérêt humain et la force du collectif qui ressort pour d'autres systèmes, et ça démontre en fait l'enjeu qui est à reprendre le contrôle de nos échanges et de notre monnaie, et si c'est pas le contrôle, au moins simplement l'importance de comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui. Enfin, Baptiste, pour la suite, comment est-ce qu'on peut envisager les choses ? La monnaie locale à Saint-Malo, c'est pas pour le mois prochain, ni probablement pas pour le début de l'année scolaire prochaine, mais il faut être réaliste, en fait, construire les choses petit à petit, ne pas aller trop vite. Après, l'idée est là, j'espère personnellement, et Attaque également, qu'elle débouchera sur un résultat aussi modeste soit-il, hein, autant essayer, je pense. On n'a rien à perdre. Du coup, je profite des ondes de RPV aujourd'hui pour en appeler à ceux qui souhaiteraient, particuliers comme professionnels d'ailleurs, l'arrivée d'une monnaie locale à Saint-Malo et qui seraient intéressés éventuellement pour y adhérer, l'utiliser également. On vous contacte ? Quoi, exactement. On rappelle les coordonnées ? saintmalo-secrétaire@attaque.org. ST Malo, hein. Et une page Facebook. C'est Attaque 35 Saint-Malo, Jersey. Exactement. La page Facebook. Oui. Pour poser des questions. Pour des fiches de signature. Des fiches de signature éventuellement, parce qu'on a commencé à sonder un petit peu autour de nous pour avoir des traces écrites un petit peu des utilisateurs intéressés. Donc obtenir des fiches de signature, demander un renseignement, toute information complémentaire, même donner des idées, pourquoi pas. Merci beaucoup à vous, Jean-François Vacher et Baptiste Chenel, pour ces explications concernant les monnaies locales complémentaires. Merci à vous. Et effectivement, on attend de voir comment tout cela va progressivement se mettre en place. On vous souhaite un bel été et puis à bientôt sur les ondes de Radio Parole de Vie. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à toutes et à tous.